Bon, bonjour et merci pour tous vos compliments qui me provoquent beaucoup d'émotions. On est deux à parler de soutenabilité énergétique. Il y a Serge Pellissier qui devait passer avant moi. Je vais accélérer un petit peu ce que j'ai prévu. On ne s'est pas super bien coordonné. Et donc, pardonnez-moi, certaines diapos, je vais les passer vite. Alors, si ça vous passionne, le diaporama sera récupérable. Je pense que tous les diaporamas sont récupérables. Donc, je vais vous faire l'affront peut-être de vous redéfinir ce que c'est que la soutenabilité dans le concept de développement durable. Et comme cette expression développement durable, elle est de plus en plus mal connotée, c'est pour ça que le mot soutenabilité de sustainable en anglais est peut-être préférable pour oublier les mauvaises connotations du développement durable. Donc on vit dans un environnement contraint et on a les contraintes de la nature. Moi, je trouve des contraintes plutôt agréables, mais bon, on va appeler ça quand même des contraintes malgré le côté péjoratif du mot. Il y a aussi des contraintes économiques, on ne peut pas les nier, elles sont importantes. Et à l'intersection de ces deux mondes, il y a la viabilité de tout ce qu'on fait, de toutes nos pratiques. Si on rajoute les contraintes sociales et sociétales, et qu'on regarde l'intersection avec les contraintes de la nature, c'est le vivable. Et puis là, vous avez l'équitable, et au milieu de tout ça, vous avez le soutenable. Donc c'est un grand classique des définitions de développement durable, mais je me suis permis de les rappeler. Donc excusez-moi pour ceux pour lesquels c'est d'une grande banalité, parce que je ne suis pas persuadé que ce soit banal pour tout le monde. Je voulais aussi rappeler, peut-être rappeler ou pas, ce que l'ONU a défini comme 17 objectifs de développement durable seulement en 2016, il y a 2 ans, et qui ont été acceptés par tous les pays qui adhèrent à l'ONU. Donc il y en a qui se retirent en ce moment. Vous avez entendu parler qu'il y avait un grand pays d'Amérique du Nord qui se désengageait de l'ONU. Bon, j'espère que c'est que temporaire. Et dans ces objectifs, l'énergie est quand même très présente. Donc il y en a un là qui s'appelle énergie propre et d'un coût abordable. Et puis l'énergie, elle est un peu partout là-dedans. Alors j'ai choisi que quelques objectifs. L'industrie, l'innovation et les infrastructures fonctionnent à base d'énergie, fondamentalement. Les villes et les communautés durables. La consommation et la production responsable. Et puis les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, qui est la grande obsession du moment. Mais le réchauffement climatique, je me permets de dire, n'est qu'un des gros problèmes que nous avons créés. Et il est très grave, je ne le sous-estime pas, mais il n'est que l'un des problèmes que nous avons créés. Et puis tout ça, c'est pour 3 buts globaux: l'abolition des inégalités, de l'exclusion et des injustices, le défi climatique dont je viens de parler, et l'éradication de l'extrême pauvreté. C'est ça nos objectifs, au final, pour vivre en paix. Donc il faut bien avoir ça en tête quand même. Alors l'énergie, dans ce contexte de soutenabilité, eh bien, elle occupe une position de première importance. Elle est indispensable au métabolisme de nos organisations humaines et de toutes les organisations vivantes, mais la nôtre est extrêmement énergivore, à tel point que l'on confond souvent transition écologique et transition énergétique. Les deux mots sont souvent utilisés alternativement. On devrait quand même les différencier. Donc la transition énergétique est tellement forte dans la transition écologique qu'elle prend souvent le devant. Alors, que faire pour faire de la soutenabilité énergétique ? Ne plus consommer de ressources non renouvelables. Donc, dilapider, comme on l'a fait pendant une très courte période de l'espèce humaine. Homo sapiens sapiens existe peut-être depuis 200-300 000 ans. Et là, en 2 siècles, il va avoir dilapidé des ressources extrêmement précieuses que la nature a mis des centaines de millions d'années à fabriquer. Et puis en plus, on a vu que quand on dilapide ces ressources non renouvelables, on génère des pollutions extrêmement graves. Minimiser l'extraction minière. Donc l'extraction minière est une source de dégradation de l'environnement et du tissu social qui est absolument calamiteuse. Donc si on remplace la consommation d'énergie fossile et fissile par l'extraction massive de matériaux pour construire des quantités astronomiques d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques et autres convertisseurs d'énergie,
on ne va pas forcément résoudre complètement les problèmes. On va peut-être même les aggraver. Donc il faut absolument avoir ce souci de minimiser et de partager équitablement les ressources en matières premières entre tous les humains que nous sommes sur cette planète et que nous serons, puisque la croissance de la population est encore à l'ordre du jour. Il faut ensuite recycler systématiquement. Alors pourquoi on ne recycle pas plus ? Parce qu'on ne paye pas les dégâts environnementaux et sociaux de l'extraction minière. Donc le recyclage coûte souvent plus cher que l'extraction minière, ce qui est quand même un comble. Alors il y a aussi une autre raison pour laquelle le recyclage est parfois très difficile et coûteux, c'est l'infinie intégration, et on est bien placés, nous, électriciens et électroniciens, pour vouloir tout intégrer, imbriquer des tas de matériaux qui sont ensuite très difficiles à dissocier. Et là, ça, c'est un vrai défi, quoi. C'est de faire des systèmes performants, mais également recyclables. Et on ne s'en soucie pas beaucoup, je trouve, pas assez. Ensuite, optimiser la réparabilité, la durée de vie. Je n'ai pas dit maximiser, j'ai bien dit optimiser. Parce que imaginez dans une dynamique d'amélioration des performances des produits, concevoir pour 50 ans un dispositif dont les performances ne seront plus bonnes du tout parce qu'on aura su l'améliorer dans 20 ans, et c'est très difficile à prévoir, c'est peut-être une erreur. Parce que concevoir quelque chose qui dure longtemps a tendance globalement à coûter un peu plus cher. Il faut moins fatiguer les matériaux, enfin il en faut généralement un peu plus. Et la réparabilité est encore aussi quelque chose de très important. Et finalement, il faut éco-concevoir, par définition sur cycle de vie, sous contrainte économique et sociale. Et là, c'est ce que je ne sais pas faire, moi, parce qu'on sait très mal coupler nos activités, et j'espère que Serge Pellissier, qui va parler, là, va nous dire un petit peu comment il voit les choses sur ce volet des sciences humaines, comment les coupler beaucoup plus à nos activités, hein, peut-être pas forcément en faisant de la recherche, mais en se comprenant mieux avec les sciences sociales. Alors c'est là que je vais passer assez vite, hein, c'est la situation énergétique planétaire qui est un petit peu mon dada, donc je m'inspire des données principalement de l'Agence internationale de l'énergie, qui n'a pas forcément les mêmes modes de comptabilité que BP, qui sort aussi son propre... Bon, mais ça, c'est des détails. Et puis mettre la place de l'électricité, hein, on est pour la plupart d'entre nous des électriciens, il y a des mécatroniciens aussi, qui sont un petit peu moins électriciens, mais tout le monde ici à peu près comprend l'électricité. Donc sa place est importante, Cédric Philibert l'a montré tout à l'heure, hein. Il est possible d'ailleurs qu'on aille vers une électrification totale de tous les secteurs énergétiques. Hein, c'est un petit peu ce que j'avais dit en 1998 quand j'avais dit il est temps de sortir de l'ère du feu, quoi, en gros. Bon, ça va être compliqué, mais ne plus faire de combustion, c'est quand même extraordinaire. Hein. Ça veut dire ne plus dégager de produits toxiques. Alors il ne faut pas les dégager à l'extraction minière, hein, parce que l'extraction minière, elle est assez terrifiante. Alors vite fait, l'énergie primaire, donc c'est les ressources qu'on trouve dans la nature à l'état brut. Il y en a deux catégories, des non renouvelables et des renouvelables. Donc les non renouvelables, c'est tout ça, c'est les charbons, pétrole, gaz, avec toutes leurs formes, et l'uranium, le nucléaire, hein, tout ça, c'est pas renouvelable. C'est-à-dire que la nature ne reconstruit pas les ressources quand vous les avez transformées en énergie. Et puis un petit peu de renouvelables, hein, donc 14%, qui est un chiffre qui ne change pas beaucoup, d'ailleurs, il ne change pas très vite, et le taux de croissance moyenné sur 10 ans de tout ça, c'est 1,6% par an. Et puis tout ça, on transforme ça en énergie finale. Les formes d'énergie finale, c'est ce qu'on vous vend, c'est ce qui est commercialisé, sous forme de carburant, les hydrocarbures liquides, l'essence, le gasoil, etc., c'est fait à partir de pétrole. Le gaz, on le retrouve à l'état de gaz, mais il a été transformé, il a été purifié, compressé, etc., pour être distribué. Et puis l'électricité. L'électricité qui se fabrique à partir d'un petit peu toutes les ressources primaires que vous avez là. Alors tout l'uranium sert à faire de l'électricité, toute l'hydraulique à peu près sert aussi à faire de l'électricité, beaucoup de charbon, un petit peu de pétrole, pas mal de gaz, hein, voilà. Et puis les renouvelables bien sûr. Alors la place de l'électricité là-dedans, elle est très importante parce qu'on a produit en 2016 25 000 TWh. Et pour les produire, ces 25 000 TWh, on a consommé sur les 159 000 TWh d'énergie primaire, presque 40% de toute cette énergie primaire, pour à la fin, en énergie finale, commercialiser un peu plus de 20 000 TWh. Alors entre les 25 000 et 20 000, il y a de l'autoconsommation dans les centrales de production, c'est compté dans les 25 000, et puis il y a des pertes en ligne, des pertes de distribution, etc. Donc c'est une quantité assez considérable, hein, qui est perdue. Alors il y a aussi, entre la totalité de l'énergie primaire et l'énergie finale, un petit peu
de disparition d'énergie, parce qu'il y a du charbon qui sert à faire de la réduction dans la fabrication de l'acier, il y a du pétrole qui sert à faire de la pétrochimie, tout n'est pas transformé en énergie, hein, et c'est quand même compté dans l'énergie primaire. Alors l'électricité, vous voyez, elle occupe 18,8% de la totalité de l'énergie qui est commercialisée au monde, avec un taux de croissance moyenné sur les 10 années passées pour lisser les effets des soubresauts de l'économie de 2,9% par an, alors que la totalité de l'énergie finale, elle est 1,7%. Autrement dit, la part de l'énergie électrique croît, elle croît assez vite, à tel point que quand on fait des projections comme ça, il faut remettre à jour ces chiffres tout le temps, quoi. Ne pas utiliser des chiffres qui ont 10 ans, ils sont tout de suite très périmés. Donc la part de l'électricité en énergie finale, c'était moins de 3% aux environs de 1940, c'est 18,8% en 2016, et ça sera peut-être 24-25% en 2030. Et ça va souvent plus vite qu'on ne l'a imaginé, donc moi je pense que la progression de l'électricité va s'accélérer encore. Et la place du nucléaire, la France, pays le plus nucléarisé du monde, a le sentiment que l'énergie nucléaire occupe une place absolument énorme. Alors elle occupe, quand vous regardez en énergie primaire, 4,9% de l'énergie primaire mondiale, mais comme elle est produite avec un rendement relativement faible par rapport aux autres, environ un tiers, eh bien, elle arrive ici avec une toute petite part, parce que 10,4% de l'électricité mondiale produite en 2016 était d'origine nucléaire. Donc 10,4% de 18,8%, ça me fait une petite part de camembert là, qui fait 1,9%. Donc la vraie place de l'énergie nucléaire au niveau mondial, c'est 1,9%. Vous voyez, ce n'est pas tant que ça. On lui attribue une place un peu démesurée en France parce qu'on est le pays le plus nucléarisé du monde. Alors ça, c'est le même graphique que celui de Cédric Philibert, donc c'est la part des renouvelables. Moi, je m'en suis servi pour montrer que l'électricité était plus renouvelable que les autres formes d'énergie. Elle était plus prometteuse. Et je pense qu'elle est porteuse vraiment d'espoir pour se sortir des fossiles et des fissiles. Voilà, en 2017, donc on a les chiffres globalisés pour 2017 de la production d'électricité, c'est 25,7%, c'est-à-dire que c'est monté d'un point par rapport à ce que c'était. Donc c'est la proportion d'électricité d'origine renouvelable. Hein. Maintenant, comment est faite l'électricité? Donc les 25 000 TWh qui sont sortis de tous les outils de production de la planète, mais ce qui n'intègre pas l'électricité auto-produite, auto-consommée en photovoltaïque, par exemple, et tous les sites isolés, qui ne représentent pas encore beaucoup. Mais je pense qu'un jour, ça va représenter une grosse proportion. Et ça n'apparaîtra pas dans ces graphiques. C'est-à-dire qu'il y a une grande part de l'énergie solaire qui ne va pas apparaître dans les bilans, parce qu'elle n'est pas comptabilisée, elle n'est pas vendue, puisqu'elle est auto-consommée. Alors vous voyez, les sources sont très diverses. La première, c'est le charbon, ensuite le gaz, ensuite l'hydraulique, ensuite le nucléaire, et puis après, un petit peu de pétrole, l'éolien, la biomasse, la géothermie qui est devenue marginale, hein, qui était la deuxième source d'énergie renouvelable électrique il n'y a pas si longtemps. Elle est maintenant complètement dépassée, elle ne croît pratiquement pas. Donc si vous regardez le taux de croissance des non renouvelables, c'est 2% moyenné sur 10 ans par an, alors que le total, c'est 2,9%. Donc les non renouvelables régressent. Et les renouvelables, c'est 5,5% par an. Donc elle progresse vite. Et si vous regardez les taux de croissance moyennés filière par filière, les deux seuls qui régressent, c'est le pétrole et le nucléaire, moyennés sur 10 ans. Le charbon monte encore un petit peu vite, mais moins vite que la moyenne globale de l'électricité. Donc la place du charbon diminue, malgré tout. Pas assez vite, comme disait Cédric tout à l'heure. Et puis les gros porteurs de la transformation du système énergétique, c'est le solaire photovoltaïque, 50% de moyenne annuelle. Hein, vous faites 1,5 puissance 10, ça booste très très fort. Hein. L'éolien est à 21,9% de moyenne annuelle et la biomasse 9,6%. Le gaz, malheureusement, est à 4,3%, donc le gaz qui, malgré son joli nom de gaz naturel, n'est pas renouvelable, hein, sauf s'il est produit à partir de méthanisation ou de méthanation avec du carbone de cycle renouvelable. Je vais passer rapidement là-dessus. Ça, c'est les ressources et les réserves. Je voulais dire que voilà, vous avez ici les ordres de grandeur en gigatonnes équivalent pétrole, c'est des milliards de tonnes équivalent pétrole, 5000 gigatep à peu près de ressources, c'est tout ce qui existe à peu près, estimé avec une très grande imprécision en ressources fossiles. C'est colossal. Le problème qu'on a avec les ressources fossiles, c'est qu'il y en a trop.
ce n'est pas qu'il n'y en a pas assez. Et donc, on a de quoi exploser complètement le climat. La pénurie ne nous guette pas vraiment, parce qu'on va chercher maintenant, on a des moyens technologiques incroyables, on va chercher des pétroles non conventionnels. Tant qu'on sera prêt à payer le prix, on pourra aller sortir des matières difficiles d'accès, qui n'étaient même pas comptées dans les réserves il n'y a pas si longtemps, et qui maintenant font que ça fait plus de 40 ans qu'on a 40 ans de pétrole devant nous. C'est ça la raison, c'est qu'on va chercher des choses qui n'étaient pas prévues avant. Et le solaire, c'est 100 000 gigatep, mais pas de réserve totale pour des millions d'années, par an. Alors le seul problème, c'est la variabilité, c'est ça la seule difficulté, puisque maintenant on sait le convertir à bas prix, donc ça c'est quand même nouveau, on en a beaucoup. À l'échelle française, par exemple, on a un gros pays, on a un pays très énergivore, on reçoit à peu près en énergie solaire, à l'échelle de la France métropolitaine, 300 fois notre consommation annuelle d'énergie primaire. Donc il n'y a pas besoin de couvrir tous nos espaces de panneaux solaires, je ne sais pas quoi, pour satisfaire nos besoins. Et puis avec ce qu'a dit Olivier Sidler tout de suite, je pense que vous avez compris que nos besoins, on pouvait sacrément les réduire. Si négawatt, c'est d'abord sobriété, efficacité avant renouvelable, c'est vraiment le meilleur slogan qu'on puisse imaginer. C'est d'abord réduire. Mais ce n'est pas facile. Voilà, c'est plus de 6000 fois de consommation énergétique d'énergie primaire. Alors le cycle de vie, qui est le truc qui me tient à cœur, et c'est ça peut-être que j'ai le plus contribué à promouvoir dans mon activité d'enseignement et de recherche, c'est intégrer. Au revoir Cédric, et merci beaucoup. Je t'en prie. Donc pour moi, ce qu'il faut compter quand on fait un bilan sur cycle de vie, c'est la part non renouvelable de l'énergie qu'on a consommée, en vision monocritère purement énergétique. Je ne me préoccupe pas d'émissions de gaz à effet de serre, d'autres polluants, je ne regarde que la consommation d'énergie, qui en général est porteuse de tous les autres polluants. Le jour où on ne consommera plus que des renouvelables, il faudra changer de critère. Le critère d'énergie primaire ne sera plus un bon critère. Il faudra regarder les pollutions associées à l'extraction minière ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est un très très bon critère de prendre la part non renouvelable. Donc il faut comptabiliser ça. Et donc si j'ai de l'énergie solaire dans mes bilans, il faut que je comptabilise l'énergie non renouvelable qui a servi à fabriquer aujourd'hui mes installations photovoltaïques, parce qu'elle est considérable. Alors, je vous rassure, le bilan est positif. On n'a pas commis l'erreur, parce qu'on entend assez souvent que le temps de retour sur investissement énergétique du solaire est super. Enfin, il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'on ne rembourse jamais la dette énergétique. Bon, ça, c'est de la désinformation. Donc, quand on considère un convertisseur d'énergie, habituellement, on le voit comme ça. Le convertisseur, il est là. Il reçoit de l'énergie finale, celle qu'on vous vend, de l'essence, de l'électricité, et il sort de l'énergie utile, de l'énergie mécanique, de l'éclairage, du traitement de l'information, et il a des pertes. Et son bilan énergétique, on le fait souvent à partir de ce raisonnement-là. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut tenir compte des sources qui l'alimentent. Donc, pour faire cette énergie finale, j'ai utilisé des ressources renouvelables et des non renouvelables. Pour convertir ces ressources, j'ai eu besoin d'énergie grise, j'ai des matières premières, j'ai des usines qui ont nécessité de transformer des matériaux. Et le mix énergétique du moment qui a servi à faire tout ça, il est ce qu'il est. Il n'est pas très renouvelable, on l'a vu dans les bilans. Et plus le temps va passer, plus ça sera renouvelable, plus faible sera la part d'énergie grise, qui est une part non renouvelable. Ensuite, il me faut des matières premières, il faut les extraire, éventuellement les sortir de filières de recyclage. Et donc tout ça, ça va être encore de l'énergie grise, au sens de l'énergie qui n'apparaît pas dans les bilans énergétiques que je faisais initialement autour de mon convertisseur d'énergie pris isolé. Et puis, il faudra faire de la maintenance, peut-être, du recyclage en fin de vie. Et tout ça, bien sûr, de façon idéale, arriver à un cycle totalement fermé de matériaux recyclés. Et l'idéal est d'arriver à des taux proches de 100%. Alors le 100% de recyclage, on ne sait pas faire. Donc ça aussi, si on se projette à long terme, je vous ai dit, l'humanité, elle a 200-300 000 ans. Est-ce qu'on va encore aller à 200-300 000 ans devant nous? Alors on peut toujours quitter la planète. Vous savez que l'idée est d'aller coloniser la galaxie, voire tout l'univers. Moi, ça me fait doucement rigoler. On en est très loin. Donc il faudra réfléchir à ça, se projeter loin. Et donc il faut être absolument sobre dans les usages de matières premières. Alors je voudrais juste présenter, vous avez peut-être entendu parler de l'Energy Return on Energy Invested, c'est-à-dire l'EROI,
C'est ce qui permet de justifier qu'une filière est plus performante qu'une autre en matière d'extraction d'énergie primaire pour faire d'énergie finale. Avec ce critère-là, qui est le critère utilisé un peu partout, vous arrivez à démontrer que du pétrole d'Arabie Saoudite est nettement plus intéressant que de l'énergie solaire. Parce que la dépense, alors je vous donne la définition, c'est le rapport de l'énergie récupérée sur la vie du puits de pétrole, en l'occurrence, par rapport à l'énergie que vous avez dépensée pour creuser le trou ou pour construire les panneaux photovoltaïques et toute l'installation. C'est un truc un peu absurde, en fait. Mais c'est le raisonnement qui continue à être tenu aujourd'hui. Alors, il ne prend pas en compte la nature non renouvelable des ressources et surtout, il ne regarde pas du tout ce qui s'est passé sur toute la vie du système. Et si on pense que les ressources non renouvelables, c'est le truc qui doit nous obséder, c'est ce qu'on doit minimiser comme dépense, il faut raisonner autrement. Donc, je propose d'introduire un ROI sustainable, soutenable, qui prendrait en compte, donc qui ferait le rapport de toute l'énergie récupérée sur la vie, donc toute l'électricité produite par le panneau solaire, toute l'essence raffinée produite par le puits de pétrole, tout ce que vous voulez, mais divisé par toute l'énergie non renouvelable qui a été consommée sur la vie. Et il faut que pour que ce soit rentable, il faut que ce rapport soit supérieur à 1. Et bien là, c'est mort avec le pétrole ou avec toutes les non renouvelables, puisque le rapport sera forcément inférieur à 1. C'est-à-dire que l'essence raffinée, sa valeur énergétique sera toujours inférieure à celle du pétrole brut que vous avez consommé, plus les foreuses et tout ce que vous avez utilisé pour arriver à faire tout ça. Donc si je vais l'appliquer à une centrale nucléaire et à une installation photovoltaïque. Alors je l'ai déjà rodé devant des publics avertis qui ont été un peu sidérés. Alors j'ai pris des chiffres de la World Nuclear Association, donc un bon lobby nucléaire, qu'on ne me reproche pas d'avoir pris des chiffres qui m'avantageaient. Donc j'ai pris des chiffres qui sont, à mon avis d'ailleurs, plutôt sous-estimés, mais ce n'est pas grave. Donc le facteur de charge est relativement élevé. Cette installation nucléaire fonctionne 7000 heures par an. Et si on regarde la totalité de l'énergie grise, jusqu'au démantèlement de la centrale, il y a 15,7 TWh primaires qui ont été consommés pour tout faire. L'enrichissement d'uranium, son extraction minière, etc. Et puis, donc, si je fais le calcul de l'ROI classique, que je n'avais pas appelé classique tout à l'heure, mais celui que tout le monde utilise, j'ai produit 280 TWh d'électricité sur la durée de vie. D'ailleurs, c'est une production brute, elle ne prend pas en compte les pertes de la centrale de production, mais ce n'est pas grave. Et je divise par les 15,4 que j'ai investis sur la vie. Alors là, j'ai quand même déjà progressé parce que je suis allé plus loin que la seule extraction minière et la construction de la centrale. Il y a le démantèlement. Donc ça fait 18. Donc là, c'est super favorable, c'est très bon. Mais si je fais le calcul soutenable, en tenant compte de l'énergie primaire non renouvelable consommée sur toute la vie, il y a la valeur énergétique de tout l'uranium, dont les 2/3 ont été jetés en chaleur dans l'environnement, en réchauffant des rivières, la mer, et puis en injectant un petit peu de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc c'est 855 TWh. Dans ce cas-là, les 280 sur 855, enfin oui, il y a les 15,4 qui deviennent négligeables. L'énergie grise, finalement, elle ne représente pas grand-chose. Donc là, ce n'est pas soutenable. C'est inférieur à 1. Et puis, on produit des déchets à longue durée de vie, et c'est vraiment un problème. Plus des matériaux qui ne sont pas recyclables. Des matériaux, des aciers irradiés. Il y a Jonathan Côté, qui doit être dans la salle, là, qui avait travaillé pour le CERN pour améliorer l'efficacité énergétique d'accélérateurs de particules. Et il fallait mettre des électroaimants pulsés. Et donc, il fallait feuilleter les électroaimants des accélérateurs. Alors, moi, je dis à Jonathan, prends en compte le coût du recyclage des aciers. Et là, il avait du mal à obtenir la réponse au CERN. Mais que devient l'acier ? En fait, il part en Inde ou en Asie, on ne sait pas trop où. Parce qu'en fait, on ne sait pas le recycler. Il n'est pas recyclable. Donc, il doit être recyclé quelque part. Il revient peut-être dans nos boîtes de conserve, je ne sais pas trop. Mais bon. Alors maintenant, si je prends le photovoltaïque en toiture, je veux produire la même chose, la même quantité d'énergie annuelle. Alors je ne me préoccupe pas des problèmes de variabilité ou d'intermittence selon le point de vue qu'on peut avoir. Je ne traite pas ce problème-là. Donc j'ai un rayonnement de 1000 kWh par mètre carré par an, qui est le rayonnement, on va dire, un petit peu en dessous de la moyenne française, qui est plutôt de 1200. Mais ça permettra de prendre en compte des toitures plus ou moins bien exposées. Et puis je prends une technologie silicium polycristallin qui a
plutôt anciennes, les à 16% de rendement, on fait mieux aujourd'hui, mais parce que sur ces données-là, qui sont anciennes, on a des résultats d'analyse de cycle de vie. Donc j'ai des données d'énergie grise, et qui, comme toujours, les données d'énergie grise sont forcément anciennes, parce que les données actualisées, c'est des secrets industriels, on ne les a pas, il faut beaucoup de temps pour les avoir. Donc on a toujours des données un peu périmées quand on fait des analyses de cycle de vie. Alors, je vous épargne tous les calculs pour les regarder à tête reposée. Il faut 58 km², hein, ça semble énorme, mais on a 6000 km² de toiture en France. Hein, donc ça relativise quand même. Fabriquer les modules, etc., toute l'installation, l'entretenir, sur une durée de vie de 20 ans. Alors on pourrait dire que ça peut durer 30 ans. J'ai pris 20 ans parce que le nucléaire, c'était 40 ans. Ça me permettra de renouveler 2 fois 20 ans. Ça simplifie les calculs, mais c'est plutôt défavorable au photovoltaïque. L'énergie grise selon la source, là, ça c'est un article, c'est une méta-analyse qui fait le bilan de toutes les ACV qui ont été publiées. Et finalement, ça varie de 16 à 42 TWh primaires pour cette productivité de 7 TWh annuels. Donc c'est énorme, c'est beaucoup plus. Hein. Il y avait 15,4 tout à l'heure pour 40 ans, alors que là c'est pour 20 ans. Donc le photovoltaïque nécessite plus d'énergie grise. Mais ces chiffres-là, avec les technologies d'aujourd'hui, compte tenu des extrapolations, on peut dire que c'est déjà la moitié aujourd'hui. Mais ça, je ne peux pas le prouver. Il n'y a pas de publication, donc je ne peux pas m'en servir. La consommation d'énergie primaire non renouvelable sur tout le cycle de vie, je ne prends que le non renouvelable. Le solaire, il est renouvelable, je ne prends pas en compte le rayonnement solaire. Et d'ailleurs, si vous me demandiez de le prendre en compte, qu'est-ce que je dois prendre? Toute l'énergie qui était gâchée dans tout l'univers que la Terre n'a pas captée, hein, l'efficacité de la fusion nucléaire dans le Soleil? Est-ce que l'hydrogène a été bien utilisé? Vous voyez, ça devient vite absurde. Donc je ne comptabilise pas cette énergie qui est dans des cycles naturels, quand elle frappe la Terre, elle repart dans l'espace sous forme de rayonnement infrarouge. Ce sont des cycles, ce sont des flux. Donc je fais le calcul sur 40 ans et j'obtiens une production d'énergie que j'avais voulu. Et les deux ROI sont identiques, parce que là, le classique est égal au sustainable, et ils valent 3,3 à 8,7. Donc c'est plus performant que ce qu'on avait tout à l'heure, qui faisait moins d'un tiers pour le nucléaire, avec des matériaux recyclables. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'impact. Et on l'a tous dit tout à l'heure, hein, il y a énormément d'impact, donc il n'y a pas d'énergie propre. Hein. Donc conclusion, on assiste à un mouvement de fond qui a un mouvement de fond favorable pour les uns, qui a un raz-de-marée négatif pour les autres que ça dérange, et une électrification de tous les secteurs, hein, qui progresse, avec de nombreux scénarios d'électricité 100% renouvelable. Donc la France, le premier qui a été osé, c'est celui de Négawatt. L'ADEME en a fait un qui est moins étendu puisqu'il ne concerne que le secteur électrique. Beaucoup de bénéfices sur l'environnement, l'emploi, la démocratie et la paix, j'y tiens, donc je redis ce mot-là. Et pour qu'il y ait la paix, il faut aussi limiter les extractions minières, parce qu'il n'y a pas que l'extraction de pétrole et d'uranium qui cause des conflits. L'énergie électrique, de mon point de vue, est un vecteur de développement soutenable, compte tenu de ce qui se passe, de cette grande tendance à l'électrification et à la possibilité d'exploiter les renouvelables massivement. Mais la soutenabilité ne sera possible qu'avec une réduction des consommations via l'efficacité et la sobriété. Et donc, voilà, donc je laisse la place à Serge. Et puis je termine par ceci. Donc, chers collègues, si ce n'est déjà fait, emparez-vous du concept de soutenabilité dans vos activités d'enseignement et de recherche. Voilà, merci.